ces dernières années au niveau du groupement Vidi, une hausse de notre sinistralité la médicale, notre partenaire, nous a alerté sur ce thème-là. Et donc, on a commencé à rentrer un peu dans le détail de certains dossiers, de certaines pratiques, et on s'est dit qu'il fallait essayer d'améliorer les choses. Et l'une des meilleures manières de faire, c'est de recommuniquer un peu sur un certain nombre, on va dire, de basiques, de fondamentaux qui parfois sont traités un peu rapidement ou n'existent pas dans nos dossiers et qui vont vraiment rendre plus complexe notre, notre présentation de dossier lorsqu'on est mis en cause ou lorsqu'on doit faire une expertise. Donc déjà, je voudrais remercier tous les médecins participants ce soir qui ont pris un peu de leur temps pour venir nous écouter. Les motivations sont probablement diverses. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu à faire une expertise ou d'autres, on a entendu parler de leurs collègues et peut-être d'autres, en fait, n'ont jamais eu de problème jusqu'à maintenant et de manière, je dirais, curieuse et saine, se posent la question du déroulement de ce type de procédure et surtout comment on peut éviter d'en arriver là. Donc, on a travaillé avec nos partenaires de la médicale pour essayer de proposer ce webinaire ce soir. Ce webinaire qui se voudra à la fois un petit peu théorique, puisqu'on aura l'intervention de Maître Christophe Miranda, qui est avocat spécialisé en responsabilité médicale, et aussi autour de cas cliniques très concrets avec le docteur Thérèse Pham, qui est donc sur la médicale, un des directeurs médicaux, et qui nous présentera quelques cas très concrets desquels on pourra tirer une expérience, je pense, utile pour tous. Donc, je les remercie tous deux de leur présence ce soir. Ce webinaire sera enregistré, sera disponible si vous n'avez pas eu le temps de le suivre en entier ou peut-être si vous voulez le faire suivre à certains de vos collègues dans les différents groupes. Et donc, encore une fois, l'important, c'est de repartir avec quelques idées claires. C'est ce qu'on va essayer. Pour l'organisation des débats ce soir, si vous pouvez couper vos micros, ça évitera les perturbations. Si vous souhaitez poser des questions, le mieux c'est que vous appuyez sur la petite main qui se lève pour nous signaler que vous avez une question, ou alors vous pouvez l'écrire dans le chat et on la relaiera. Vous pouvez aussi nous poser la question en direct et prendre le micro, il y a pas de souci particulier. On va essayer de rendre l'heure qui vient un peu vivante, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des exemples du quotidien qui vous reviennent en tête. Le but, c'est vraiment d'échanger avec nos partenaires de la médicale. Voilà. Donc, je leur passe la parole et je les remercie d'être là. On n'a pas votre micro, monsieur Miranda. Oui, là c'est bon? Parfait. Ok, bon. Bonsoir à tous, donc désolé pour ce petit contretemps. On a essayé effectivement de vous faire une petite présentation sur les contraintes médico-légales. Aujourd'hui, effectivement, on assiste à une inflation des réclamations. Alors, d'une manière générale, de l'ensemble des médecins. Et aujourd'hui, les radiologues, vous n'êtes plus du tout épargnés par ces procédures. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des procédures, mais effectivement, une des grandes causes de l'inflation, c'est le développement des procédures CCI. Alors, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui avait été créée par Kouchner pour essayer de désengorger le tribunal. Et aujourd'hui, on a assisté à une petite dérive du système, si vous voulez, c'est que c'est des procédures qui sont totalement gratuites pour un patient. Et certains de mes confrères avocats se sont spécialisés dans le droit des victimes. Et donc, effectivement, ils lancent des procédures à tout va. Il faut savoir qu'à la CCI, il n'y a pas de filtre. Vous faites une plainte, vous dites docteur A, B et C m'ont pris en charge et tout le monde est mis en cause. Ce qui explique l'inflation des réclamations. Ce qui ne veut pas dire pour autant des condamnations à la fin. Donc, on a essayé de vous faire un petit peu une mise en cause. Il y aura systématiquement une mesure d'expertise qui sera diligentée, que ce soit par la CCI ou par un tribunal. Et on va essayer un petit peu de retracer, je n'ai pas la prétention de vous dire que je vous parlerai de tout, mais un petit peu les grandes obligations que vous avez, ce qu'on veut surtout retrouver dans le cadre de lorsque vous serez mis en cause dans votre dossier. Il faut savoir que votre responsabilité, elle dure 10 ans. Donc, effectivement, c'est long, vous voyez beaucoup de patients et on a tendance à ne pas se rappeler de tout. On a fait 3 parties, si vous voulez. Les 2 premières parties seront un petit peu théoriques, j'essaierai d'aller assez vite. Et la 3e partie qui vous intéressera sans doute pas bien plus, c'est des cas cliniques, c'est des cas concrets auxquels on a assisté. Et effectivement, ça se veut un petit peu interactif, quoique ce soit un webinar.
Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des solutions, de proposer, entre guillemets, des solutions sur les cas qu'on vous présentera. Alors, la première partie, effectivement, c'est les obligations pour les actes courants d'imagerie. Alors là, je vous rappellerai juste quelques grands principes, c'est-à-dire que vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous devez vous donner les moyens de parvenir, entre guillemets, à un diagnostic ou de répondre aux attentes ou aux demandes qui vous sont faites par le patient ou par un médecin clinicien. Une autre précision, effectivement, c'est l'analyse de la prescription. Vous n'êtes pas qu'un simple exécutant. On a souvent eu des dossiers, effectivement, où on nous a dit le médecin en qui j'ai toute confiance m'a demandé de faire tel acte et je l'ai fait. Je l'entends, pour autant, vous êtes médecin, donc de par votre qualité et votre qualification, vous avez un droit et un devoir de contrôle sur la prescription de vos confrères et vous avez une obligation d'éclairer le patient sur les risques de l'intervention que vous allez réaliser. Vous restez l'opérateur, donc c'est vous qui, in fine, resterez responsable. Et vous avez la troisième possibilité, effectivement, que je vous mettais, c'est que vous êtes également un prescripteur et que si votre correspondant vous a demandé tel geste, si vous estimez qu'il peut être utile de faire un geste complémentaire, vous êtes tout à fait libre de le faire. Je passe à la diapo suivante. Le compte-rendu d'imagerie. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez important, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on va vouloir retrouver le jour, enfin, ce que l'expert va vouloir retrouver le jour de l'expertise. Donc, il faut qu'on trouve une conclusion claire qui va contenir le motif de l'examen initial, le matériel utilisé, la technique utilisée, le diagnostic que vous avez posé à l'issue de votre examen, les limites de l'interprétation et de l'examen s'il y en a, les préconisations d'examen complémentaires et la conduite à tenir qui doit être effectivement claire, exhaustive et intelligible. Et ensuite, vous avez l'obligation d'alerte. On vous mettra des exemples tout à l'heure cliniques là-dessus. Thérèse, il n'y a pas de micro. Est-ce que, pardon. Je pense que le plus simple, c'est que comme on avait dit, on fera tout à la fin au niveau. Ok. Ensuite, je vous ai mis effectivement quelque chose d'assez basique, mais si vous avez une antériorité sur le patient que vous avez en face, vous avez des examens complémentaires, surtout n'hésitez pas à les confronter et à en faire état dans votre compte-rendu. Alors, la deuxième partie, effectivement, la spécialité de la radiologie interventionnelle, où là, vous n'êtes plus un simple diagnostiqueur, mais vous devenez un thérapeute. Effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'obligation de moyens. Là, sur la question de la radiologie interventionnelle, votre obligation est renforcée et elle est quasiment équivalente à celle des chirurgiens. La consultation pré-interventionnelle, c'est sûrement la phase la plus importante de déroulé d'une expertise. Il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps sur ce qui s'est passé avant le geste. Le geste, dans le jour de l'expertise, est très peu étudié, mais on va regarder un petit peu tout le dossier sur le côté administratif. Donc, ce qu'on regardera, c'est effectivement si vous avez bien vu votre patient. Alors, on a beaucoup, alors surtout en matière de radiologie, on a beaucoup de cas où effectivement le patient nous indique, évidemment, c'est que des cas où il y a eu des complications, mais nous indique qu'il a pas vu le radiologue ou alors qu'il a vu que quelques minutes avant. C'est indispensable de faire une consultation préalable où vous devrez effectivement tracer un certain nombre de choses. Alors, je vous parle de délai de réflexion parce que ça aussi, on le voit beaucoup. Alors, attention, le délai de réflexion, il n'y a rien dans la loi qui donne un délai de 8 jours, 15 jours. On parle de délai raisonnable. Le délai raisonnable dans la jurisprudence, c'est 15 jours. Alors, sauf cas d'urgence, vous devez, lorsque vous programmez un geste, vous devez laisser un délai de 15 jours. Pourquoi ? Parce que c'est le temps pour le patient, effectivement, d'accueillir, entre guillemets, le geste que vous allez lui faire, s'il souhaite de se renseigner auprès de son médecin traitant ou de notre spécialiste. Et tout ça, c'est corroboré avec l'information dont je vous parle. Alors, je passerai juste, mais j'y reviendrai. Juste l'information, c'est quelque chose que vous avez tous entendu parler. Alors, je sais que c'est un côté très administratif, mais aujourd'hui, c'est une obligation vis-à-vis de la loi, puisque vous l'avez dans le code de déontologie ou dans le code de la santé publique. C'est une nécessité vis-à-vis pour un petit peu créer la relation de confiance avec votre patient. C'est un moyen d'améliorer ses pratiques et c'est un moyen de se protéger. Alors, j'y reviendrai. Qu'est-ce que l'information ? Effectivement, juste là encore, quelque chose que vous savez, je vais sûrement vous dire des choses qui vont vous paraître basiques, mais très franchement, c'est le fruit de notre expérience et c'est des choses qu'on ne retrouve pas systématiquement. Mais ça repose sur le patient. C'est à vous de démontrer que vous avez réalisé l'information. Le but de l'information, en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez large, puisqu'il y a certaines personnes. Donc, c'est évidemment de permettre au patient d'accepter le geste en toute connaissance de cause. Et là, ça va être à vous de jauger vos patients, puisque certains, typiquement,
un chef d'entreprise, lui, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas réellement le geste que vous allez pratiquer, mais c'est sa durée de convalescence. Donc ça, en fonction de votre patientèle, ça va être à vous d'adapter. Vous devrez effectivement parler de la nature exacte des soins et des investigations proposées. Et là, la partie la plus importante, c'est sûrement parler des conséquences, c'est-à-dire les risques graves, décès, invalidité ou prévisibles. Infection, lésions d'organes adjacents, hémorragiques, nerveuses. Je vous ai mis juste quelques exemples, mais vous devez surtout évoquer les risques susceptibles. Alors, vous ne pouvez pas parler de tous les risques, mais vous devez parler des risques les plus fréquents ou prévisibles. Maître, excusez-moi, des fois, on a une difficulté sur la radiologie interventionnelle, c'est qu'on a 98% de nos gestes qui se passent absolument bien, sans aucun problème, et on peut avoir 1% ou moins d'1% de complications graves. C'est toujours difficile en consultation d'annoncer une potentielle complication grave à 99% des patients qui ne seront jamais concernés. Donc, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'on doit être exhaustif, quitte à effrayer 99% de notre patientèle pour nous protéger, ou est-ce qu'on doit tenir compte d'un pourcentage de risque de survenue de l'événement grave? Alors, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas parler de tout. Hein, en 10 minutes ou 15 minutes de consultation, vous ne pourrez pas aborder tous les thèmes. Pour autant, il faut quand même que, entre guillemets, les grands items enfin, les grands risques les plus fréquents, c'est assez difficile à répondre à votre question, mais si j'avais été au bout, si vous voulez, dans l'idée, c'est que vous allez faire un signer un consentement, et après, il y a quelque chose qui va vous appuyer, entre guillemets, tout ça, c'est la feuille d'information des sociétés savantes. Si vous remettez le geste, on se sort souvent des situations un petit peu complexes comme ça, avec les fiches sociétés savantes, puisque dessus, tous les risques sont censés être tracés. Si vous l'avez remis et qu'on arrive à démontrer qu'elle a été remise, au moins le patient a pu en avoir connaissance. Thérèse, peut-être que tu veux rajouter. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé dire toutes les complications, mais les complications les plus graves, même exceptionnelles, au moins devraient être signalées aux patients. Et comme a dit Maître Miranda, il faut donner, en plus du consentement éclairé, un consentement éclairé non généraliste, mais spécifique au geste, et vous marquez que vous avez remis le feuillet d'information de la société savante de la SFR concernant cette intervention. Et là, vous êtes balisé, du moins le risque est balisé, au moins l'information est balisée, et le mieux, c'est de faire paraffer cette fiche d'information, parce que bien entendu, quand il y a litige à l'expertise, ils vont dire « je ne l'ai pas reçu », et donc dans votre consentement éclairé, il faudrait aussi une ligne « j'ai bien reçu la fiche d'information de la SFR concernant ce type d'intervention ». Et là, tout est dans les clous. On a encore beaucoup, y compris en radiologie interventionnelle, beaucoup de documents de consentement qui sont remis, qui sont très généralistes. Vous voyez, donc, il faut vraiment les adapter. Il faut malheureusement que vous créiez au sein de vos groupes des consentements propres à chaque geste. Si vous allez effectivement sur le site de la SFR, vous avez toute une série de documents qui vous sont proposés, à mon avis, qui peuvent être retravaillés. Moi, je préconise, entre guillemets, une participation proactive du patient là-dessus. Ce que vous disiez, le docteur Flamme, moi, je trouve très bien si vous laissez cocher le patient. Vous voyez, c'est-à-dire que je reconnais avoir reçu. S'il a une petite case où il reconnaît, effectivement, ça sera quand même plus compliqué. Il faut savoir que sur une expertise, l'information, c'est toujours sur 2 heures d'expertise, vous avez toujours 45 minutes d'information, puisque le défaut d'information peut entraîner quand même des conséquences en termes de responsabilité. On vous en parlera tout à l'heure. Mais donc, c'est quand même une partie très importante. J'ai répondu. Oui, j'avais vu que certains collègues chirurgiens, quand ils dictent leur compte-rendu de consultation, et la petite phrase en bas, courrier dicté en présence du patient ou de la patiente. Ça a une valeur, ça? C'est très bien. Et y compris, vous voyez, en fait, l'information, il n'y a pas une bonne information. C'est vraiment un faisceau de critères. Donc, le jour de la réunion, on va essayer de démontrer qu'on a informé le patient. Donc, on va s'appuyer effectivement sur les consentements, la feuille de la société savante, la lettre au médecin correspondant où dedans vous avez marqué je l'ai informé des risques neurologiques, enfin vous voyez, vous essayez de baliser un petit peu en fonction du geste que vous allez réaliser. Tout ça, ça fonctionne. Et le courrier dicté en présence du patient,
a également une valeur. Voilà. Après, il faut faire attention parce qu'on a aussi pas mal de dossiers. Vous avez des formulaires préimprimés, enfin des courriers préétablis. Vous voyez, on a aussi vu des cas où le patient conteste ces éléments, mais bon, il n'y a pas de raison qu'un expert, entre guillemets, doute et remette en cause ce que vous avez écrit. Voilà, donc ça, moi, je le préconise effectivement. Et si vous écrivez à votre médecin correspondant, vous remettez la mention « Je l'ai informé ». Donc, si on avance, effectivement, bon, après, c'est le compte-rendu. Donc, ça va reprendre quand même un peu tous les éléments de votre geste. Si vous avez rencontré une difficulté, il faut bien évidemment en parler. Thérèse, tu voulais… Il n'y a pas de micro. Oui, mais on me le coupe tout le temps, mon micro. Là, j'ai vu passer une question qui est très importante. Là, il y a un collègue qui demande s'il faut vraiment à chaque fois une consultation avant un geste interventionnel. Je dirais oui, parce que vous êtes comme un chirurgien, ça veut dire, comme a dit Maître Miranda, vous êtes obligé d'informer. Et pour informer, comment voulez-vous, même vous ne pouvez pas vous appuyer sur le médecin qui vous adresse pour un geste, parce que vous êtes censé être le dernier, celui qui effectue le geste. Donc, c'est vous qui devez évaluer le bien fondé, la pertinence du geste et critiquer même le geste si vous estimez que ce n'est pas adéquat. Donc, vous devez quand même pouvoir interroger le patient, connaître son histoire clinique et l'informer. Et vous ne pouvez pas faire tout ça dans le même temps que le temps du geste opératoire, interventionnel, puisque vous ne lui laissez pas le temps de digérer, de se renseigner ailleurs et surtout de se soustraire au geste s'il n'avait pas envie. Est-ce que j'ai répondu à la question du collègue qui avait répondu s'il fallait absolument une consultation avant chaque geste interventionnel? Je pense que vous avez répondu et je pense que tout le monde est en train de se demander comment il va pouvoir voir toutes les infiltrations rachidiennes en consultation avant le geste. Mais en tout cas, vous nous avez donné le cahier des charges et c'est sûrement maintenant à nous, au niveau des groupes de radiologie, de s'organiser pour se protéger et informer le patient et pouvoir travailler sereinement. Mais en tout cas, dans les sinistralités récentes, c'était sur des actes d'infiltration rachidienne d'ailleurs. On a un cas clinique tout à l'heure pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais rajouter. On a un cas clinique qui va, à mon avis, être assez parlant. Très bien. Alors, si on avance un petit peu, de balayer assez vite. Bon, là, je vous ai mis juste en post-intervention un petit peu ce qu'il fallait faire attention. C'est effectivement l'obligation de continuité avec l'explication que vous devez donner. Vous êtes censé quand même donner l'explication des résultats à votre patient avant la sortie. Vous devez également donner les consignes de sortie claires et écrites, c'est-à-dire signes d'alerte, les contacts avec les numéros d'urgence en cas de complications. Vous devez rédiger un courrier au médecin traitant ou au prescripteur et planifier un éventuel suivi si jamais il y a une consultation post-intervention. La dernière slide, c'est effectivement sur les risques fréquents qu'on retrouve. Alors, en radiologie diagnostique, on a souvent la problématique avec les questionnaires qui sont faits par vos manipulateurs. On peut se faire coincer effectivement s'il y a une erreur du manipulateur. Je sais que vous êtes obligé de déléguer, de faire confiance, mais c'est vous qui restez l'opérateur final. Ensuite, on a les erreurs d'interprétation, avec typiquement mammographie, échographie obstétricale, les réactions aux produits de contraste et les chutes, qui présentent peu d'intérêt d'en parler. Vous avez effectivement, si ce n'est de vous dire que vous avez une obligation de sécurité résultat dessus et qu'une chute entraînera quasi systématiquement une responsabilité. En radiologie interventionnelle, les risques les plus fréquents, c'est des complications au point de fonction, les hématomes, hémorragies, lésions d'organes adjacents, ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, les infections, les ischémies ou les infarctus et la migration du matériel. Là encore, on vous a mis dans les cas cliniques, vous retrouverez un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, je voudrais juste dire un mot. Non, Christophe, tu peux remettre la slide d'avant. Juste un mot sur ces quelques complications fréquentes. Pour le questionnaire et le manipulateur,
Je rappelle juste, comme a dit Maître Miranda, que le radiologue reste le seul maître à bord, comme le chirurgien, malheureusement pour le comptage des compresses, même si le patient ne coche pas bien ou le manipulateur ne vérifie pas bien le questionnaire, le remplissage du questionnaire, c'est à vous, radiologue, avant d'injecter, avant de faire l'IRM, on a eu des histoires comme ça avec vous voyez, l'implant cochléaire qui migre alors que le patient, on lui a juste demandé, avez-vous des dispositifs externes? Effectivement, ce n'est pas externe. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui est un peu subtil et que le patient soit n'a pas compris le questionnaire, mais c'est à vous, de toute façon, la responsabilité vous incombera en dernier lieu. Une autre chose que je voulais dire qui est vraiment le plus fréquent pour les complications en gestes d'infiltration, c'est l'infection. Dans le compte-rendu, vous devez marquer, ça prend une ligne, une seconde, c'est que la désinfection, les gestes, la technique d'asepsie, vous devez marquer asepsie en 5 temps. Donc, c'est 3 temps plus les 2 temps de séchage. Et c'est ce que l'expert, c'est les recos. Si c'est écrit, et vous le faites, et donc il faut que ce soit écrit, parce que quand survient l'infection, l'infection qui, si tout a été bien fait, passera en infection en iatrogénique non fautif, vous voyez, un accident médical non fautif. Alors que si il faut se batailler pour avoir le protocole, expliquer le patient qui va dire tout et n'importe quoi, comme quoi vous êtes venu et que vous ne l'avez même pas désinfecté et que vous avez fait ça salement, bah, si vous n'avez rien pour prouver, alors qu'une phrase comme cela, l'expert qui est dans votre spécialité vous croira sans problème et on n'aura pas à batailler sur l'asepsie. Ouais, d'une manière générale, c'est exactement comme sur l'information. Si on n'a rien, on va devoir batailler, mais si vous l'avez noté, ça prend 1 minute et effectivement, le débat sera clos. Parce que partant du... Oui, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais l'expert sera forcément un expert de votre spécialité. Donc, il connaît vos contraintes, que ce soit sur les délais, sur les consultations. Il fait le même boulot que vous, donc effectivement, il entendra certaines choses. Si on peut avancer sur le... Bon, là, c'était juste pour vous résumer un petit peu ce que je vous avais dit. Ce n'était pas pour vous effrayer, mais c'était plus pour vous donner des petites billes, sachant qu'on est passé un petit peu vite sur la partie théorique et on pourra y revenir, bien évidemment, avec plaisir. La deuxième partie, qui est censée illustrer un petit peu ce qu'on vous a raconté, on vous a mis des cas... Est-ce que c'est pas mieux de faire est-ce qu'il y a des questions sur la partie théorique avant qu'on fasse des cas cliniques qui vont avoir une résonance par rapport à la partie théorique? Là, il y avait une question d'un collègue qui demandait que ça va être particulièrement compliqué de donner l'information par rapport à tous les gestes qu'on fait sous échographie, les cytoponctions thyroïdiennes, des infiltrations sous écho ostéo-articulaires et tous les actes de biopsie mammaire, par exemple, qui sont faits très souvent au décours de la découverte d'une anomalie sur une mammographie. On fait ça en général pour raccourcir le délai de prise en charge des patientes sur de la douleur articulaire ou sur une suspicion de cancer. Comment est-ce qu'on gère l'information à ce moment-là? Si c'est une biopsie mammaire juste au décours, vous voyez, pour raccourcir le délai, quel est le risque? Le risque, c'est, on va dire, l'hématome, mais il y a très peu de risques. Vous voyez, c'est ça aussi. Alors qu'une infiltration cervicale ou bien un geste de vaporisation, ou que vous, radiologue interventionnel, maintenant vous faites même des gestes, vous voyez, le canal carpien sous écho, des choses comme ça. Là, il y a vraiment des risques et là, je pense qu'il faut quand même, c'est comme un chirurgien, il faut leur donner l'information et le délai de réflexion et de rétractation. Très bien. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer au cas clinique concret. Allez. Donc, je vous ai marqué, je vais vous les lire, les cas. Alors, je vous les ai écrits, mais juste pour que vous puissiez comprendre. Alors, on a eu un patient, alors c'est des vrais cas. Hein. Donc, monsieur M, 15 ans, sans antécédent, qui est adressé par le médecin traitant aux urgences de la clinique pour des douleurs abdominales. Il va venir le 22 juillet aux urgences. Il y aura une demande d'échographie abdominopelvienne par le médecin urgentiste pour des douleurs en fosse iliaque. Le résultat
de l'échographie, c'est vésicule alithiasique à parois fines, pas de dilatation des voies biliaires, pas d'anomalie morphologique pancréatique, entre parenthèses, non vue en totalité. Foie hémogène de taille normale, vascularisation perméable, rate sans particularité dans l'hypocondre gauche, pas d'épanchement péritonéal, les deux reins sont de taille normale en position anatomique et présentent une bonne différenciation cortico-médulaire. Pas de dilatation cavitaire, pas de calcul ni lésion évolutive suspecte. Vessie en réplétion à parois fines, aorte de calibre normal. La conclusion, c'est échographie abdominale sans particularité. Le 23 juillet, il va être admis pour une gêne de la fosse iliaque gauche et des douleurs aux testicules. Il va être pris en charge aux urgences pour bourse gauche douloureuse. Il y aura une échographie qui va être demandée, qui va montrer un aspect hétérogène du testicule, absence de flux sanguin intrastesticulaire, signe de torsion, tuméfaction des tissus environnants. Le diagnostic, c'est nécrose testiculaire, il y a une orchidectomie. Ça, c'est un cas clinique qu'on a eu. Alors, l'idée, c'est, je ne sais pas, de manière interactive, si certains d'entre vous, est-ce qu'il y a est-ce qui verraient un petit peu le lien avec ce dont on leur a parlé tout à l'heure? Alors, dans cette expertise sont mis en cause l'urgentiste et le radiologue. Donc, si quelqu'un veut bien se lancer pour savoir qu'est-ce qui est reproché au radiologue, qu'est-ce que l'expert a pu reprocher au radiologue dans ce dossier. Est-ce qu'à l'issue de l'échographie, il n'y avait pas vraiment de diagnostic et il n'a pas proposé un autre examen ou une reconvocation ou de poursuivre des explorations? C'est ça. Là, c'est ce que Maître Miranda nous a dit. Normalement, là, on lui a demandé une échographie abdominale, mais là, l'expert a reproché au radiologue que, on va dire, la douleur abdominale, le radiologue n'ayant trouvé aucune cause à ces douleurs abdominales chez un jeune pubère de 15 ans, aurait peut-être dû au moins examiner les testicules ou faire on va dire, un coup de sonde au niveau testiculaire. Parce que toute douleur abdominale chez le jeune, l'adage, c'est il faut éliminer une torsion testiculaire. Et effectivement, c'est ce qui est reproché. Et ça, c'est juste pour dire que normalement, c'est pas parce qu'on vous adresse pour une échographie abdominale, si vous jugez nécessaire, vous devez être exhaustif. On lui a reproché une obligation de moyens qui n'a pas été remplie. Et là, à contrario, j'ai un autre cas pour l'indication. C'est une jeune fille de 27 ans qui avait mal à l'épaule. Son médecin généraliste lui avait adressé au radiologue pour écho plus radio de l'épaule. La radiologue fait une échographie en premier, trouve une tendinopathie, estime que la radiologie, du moins la radiographie du membre sup n'était pas obligatoire et n'était pas nécessaire, donc ne l'a pas fait. 2 ans et demi après, il s'avère que c'est un ostéosarcome qui a envahi toute l'épaule et la jeune fille est quasiment désarticulée au niveau du membre supérieur. Voilà, donc ce qui veut dire aussi, c'est que il ne faut pas faire les examens pas assez. On peut vous reprocher de ne pas le faire pas assez ou trop. Parce que si vous le faites à un examen qui n'est pas demandé, ce matin, j'ai eu une expertise où, pour un enfant, une suspicion de rhume de hanche, la pédiatre avait demandé échographie des hanches et bassin, et radio du bassin, et on ne sait pas pourquoi le radiologue a fait le rachis entier et il a dit qu'il n'y avait rien, que c'était juste rhume des hanches. Sauf que 3 ans après, on se retrouve avec un neuroblastome très évolué qui a envahi le canal médulaire. Et quand on revoit le rachis entier qu'il avait fait, la tumeur médiastinale se voyait. Vous voyez, quand vous faites un examen en plus, vous êtes responsable, même si effectivement, on lui a demandé de regarder s'il n'y avait pas un rhume des hanches, mais il a fait le rachis entier, il était censé lire toutes les images, toutes les coupes jusqu'au bout.
Là, c'est le moment où vous commencez à nous faire peur, là. Non, c'est pas pour faire peur, mais je veux Non, je dire, plaisante, je plaisante. voilà, vous voyez, c'est très dur, c'est effectivement, mais de toute façon, vous, radiologue, vous avez seulement aussi une obligation de moyens. Vous ne pouvez pas tout voir, les images subtiles, combien de fois on arrive à dédouaner votre responsabilité, parce que sinon, si vous devez tout voir, tout, ce serait une obligation de résultat, ce qui n'est pas du tout le dogme en médecine. Mais effectivement, quand vous faites un examen, même en plus ou en moins, votre responsabilité est engagée. Alors, on passe au cas d'après. Alors, le deuxième cas clinique, voilà, c'est Madame C, 48 ans, qui va consulter son médecin traitant le 15 avril pour des vertiges, nausées et céphalées. Elle va être admise aux urgences 3 jours plus tard, puisque son cas évolue, pour une suspicion d'AVC et qu'elle est envoyée par le médecin traitant, pardon. Aux urgences, l'urgentiste va faire tout son bilan et il va écarter la notion d'AVC et il va conclure à une infection urinaire et une suspicion d'hyperthyroïdie. Il va prescrire un IRM à faire en externe et cet IRM va être fait 2 jours plus tard, le 20 avril. IRM cérébral, la conclusion, le compte-rendu, c'est celui-là. Syndrome de masse intraparachimenteux pariétal droit, dont les caractéristiques font suspecter un hématome, œdème périlésionnel et effet de masse sur les structures adjacentes sans engagement. Une lésion sous-jacente d'origine vasculaire ou tissulaire ne peut être éliminée. Nécessité d'un avis spécialisé en urgence et de la poursuite des investigations. Les images et le compte-rendu vont être remis à la patiente par la secrétaire. Finalement, le lendemain, la patiente est réhospitalisée pour quadropnopsie latérale homonyme inférieure gauche. Alors, sur cette prise en charge, est-ce que quelque chose vous choque par rapport, alors là, pareil, comme l'a précisé le docteur Pham, là encore, on avait le médecin urgentiste qui était en cause et le radiologue. N'hésitez pas à participer, hein, soit en prenant le micro ou en écrivant un petit message sur le chat. Le radiologue aurait dû informer le médecin demandeur, l'urgentiste, ou s'assurer qu'il soit hospitalisé ou pris en charge. La remise du compte-rendu au patient n'a aucune valeur dans. Exactement. C'est ça qui a été reproché. C'est le radiologue. En plus, dans ce dossier, c'est la secrétaire qui a remis le compte-rendu au patient. Alors, selon le radiologue, la secrétaire lui a bien dit de consulter en urgence. Mais comment un patient peut comprendre quel est le degré d'urgence? Vous voyez, quand vous... Et c'est là le retard de 24 heures. Malheureusement, le retard de... Elle a commencé à saigner quand on a fait l'IRM cérébral. Il aurait fallu faire le plan Orsec, effectivement, et faire une prise en charge neurochirurgicale. Peut-être qu'on n'aurait rien pu faire. C'est ce qu'on a réussi à démontrer, que les 24 heures n'ont pas donné de préjudice et de conséquences. Mais c'est ce qui a été reproché aux radiologues, c'est de n'avoir pas, on va dire, faire comprendre l'urgence ou même faire hospitaliser et passer la main à un spécialiste pour la prise en charge de la complication trouvée par son examen. Donc, c'est ce que pour dire, pour ce que le docteur Maître Miranda a dit, il faut absolument, quand vous voyez, quand vous avez vous faites une interprétation, si le compte-rendu seul ne suffit pas, vous voyez, quand vous marquez, il faut que ça soit intelligible pour le patient. Par exemple, quand vous marquez solution de continuité, nous, médecins, on comprend tous ça, mais le patient, il ne comprend pas que c'est une fracture. Donc, pour lui, quand il lit ça, vous avez l'impression que tout est écrit et que votre travail s'arrête là. Non, normalement, la prise en charge, il y a une continuité des soins. Donc, le patient doit comprendre l'urgence ou pas de votre diagnostic et la prise en charge à tenir par la suite. Il a été reproché aussi à un radiologue, alors que le patient était hospitalisé, on lui a demandé de faire un scanner thoracique pour une péricardite dont l'étiologie était à trouver
par le cardiologue. Le patient a été hospitalisé, le radiologue a fait le compte-rendu parfait où il avait tout décrit, la masse médiastinale, tout ça. Il a édité le compte-rendu dans la demi-heure pour que le patient puisse remonter à l'étage avec. Malheureusement, le compte-rendu a été rangé, donc on ne sait pas comment, dans le dossier hospitalier, et le patient a découvert un thymo métastatique 3 ans après. Donc vous voyez, ça veut dire, et là, il a été reproché au radiologue que ça ne lui prenait rien pour un compte-rendu, c'est-à-dire une découverte qui est inhabituelle ou grave, de n'avoir pas juste décroché le téléphone pour appeler le prescripteur pour l'alerter, pour être sûr que ce qu'il a trouvé, l'interprétation est dans les mains du prescripteur. Ce que vous dites, c'est important parce qu'on a quand même régulièrement des anomalies sur nos vacations. On trouve régulièrement des choses qui nécessitent une prise en charge urgente et donc même faire un bon compte-rendu, même aller voir le patient, bah, des fois ça peut ne pas suffire et il faut mobiliser autour le médecin prescripteur, voire le médecin traitant pour que tout le monde comprenne bien la nécessité de mettre en place des démarches urgentes en fait. C'est ça. Pas pour tout, vous voyez, pour les choses qui sont banales, on ne vous demande pas de téléphoner au prescripteur à chaque fois, mais quelque chose d'inhabituel, de grave, ou une urgence, bien sûr l'urgence vitale, j'imagine que tout un chacun, vous allez tous prendre les choses en main, mais un diagnostic qui est inhabituel, inattendu ou grave, il faut quand même que le prescripteur soit au courant dans la foulée pour que la prise en charge, qu'il n'y ait pas de perte de temps, de retard de diagnostic, de retard de prise en charge. Et n'hésitez pas pour les problèmes neuroradiologie, neurovasculaire. Là, c'est la tarte à la crème. Chaque fois, on a ce problème. Et n'hésitez pas, juste si je peux finir, n'hésitez pas, si vous passez un coup de fil au prescripteur ou entre guillemets à un de vos collègues, n'hésitez pas à le tracer dans votre dossier. Hein, juste une petite mention, appel docteur X, et au moins on saura dans le jour de l'expertise que vous l'avez fait. Je vous propose de passer au cas d'après. Alors celui-là va retracer un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure, si vous m'avez suivi. Alors on a un dossier qui concerne Monsieur S, donc, qui est maçon de profession. Il va consulter son médecin traitant pour des douleurs irradiantes au niveau de son bras depuis 15 ans. Le médecin prescripteur prescrit une radio du rage cervical pour une névralgie cervico-brachiale rebelle au traitement médical. Alors, vous verrez, il y a eu des anti-inflammatoires, morphiniques et de la kinésithérapie, et tout cela n'a rien fait. Le 22 mars 2022, donc on est en 2022, je le précise, il va avoir une radiographie qui va montrer cervicarthrose responsable de rétrécissement foraminaux bilatéraux modérés. Le 31 mars, une IRM cervicale conclut à une discopathie C5-C6 avec une protusion distale. Le médecin traitant prend connaissance de ce compte-rendu et il va demander une prise en charge au docteur Rad, donc au radiologue, pour une infiltration cervicale le 1er avril. Il va faire un petit bond et dedans, il va marquer directement, voilà, je vous l'adresse pour une infiltration cervicale. Le secrétariat de radiologie va fixer un rendez-vous au 26 avril au patient, mais finalement, le médecin traitant rappelle pour avancer le rendez-vous en raison de douleurs insoutenables du patient. La secrétaire va effectivement échanger avec le radiologue qui va convenir de programmer une consultation le 5 avril. Ce jour-là, il va confirmer l'indication, donc une infiltration sous scanner. Il va expliquer le geste et il va lui remettre une ordonnance pour se procurer de l'hydrocortencil. Le 8 avril, le geste va se dérouler dans des bonnes conditions, mais quelques minutes après, le patient va présenter un malaise et paresthésie de ses membres. Il va être pris en charge. Alors, la prise en charge va être adéquate et à ce jour, le patient est paraplégique. Alors, si vous m'avez suivi un petit peu, là-dedans, on a un peu tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les obligations et les étapes à respecter. Alors, est-ce que vous voyez des choses à redire? Alors, là-dessus, on peut déjà partir du départ, c'est-à-dire tout ce qui est la consultation
la consultation. Alors, l'indication déjà. Ouais, l'indication, pardon. Voilà, l'indication. Est-ce que vous pensez que l'indication était adéquate pour une infiltration cervicale au vu de ce tableau? Donc, c'est la première chose à avoir quand vous êtes radiologue, qu'on vous adresse pour un geste. Donc, l'indication. Alors bon, on a bataillé parce qu'il a fallu expliquer, donc de toute façon le dossier le montrait, le dossier du médecin traitant qu'on a réussi à obtenir montrait que là on était en échec thérapeutique avec des antalgiques de palier 3, le patient ne travaillait plus et c'était intolérable au niveau douleur et même physique pour lui, donc l'indication a été validée. Concernant le délai de réflexion, donc là aussi, il a fallu batailler parce que effectivement, la partie adverse, une fois que la complication est là, a estimé que le patient n'a pas pu avoir le temps de réfléchir, de réflexion, puisqu'il n'y a eu que entre le 5 où il a quand même fait la consultation pré-geste infiltratif et le 8, c'est-à-dire 3 jours avant, où il a effectué le geste. Mais il y a quand même eu les 3 jours, on va dire, un délai de réflexion possible. Donc le délai a été, et surtout que c'était une demande pressante et urgente de son médecin traitant qui a avancé le rendez-vous. Ce n'est pas le radiologue qui a poussé à la roue pour infiltrer rapidement parce qu'il avait un créneau de libre dans son planning. Par contre, au niveau technique, là, c'est là où le dossier il est mauvais. On l'a beau tortiller dans tous les sens. Malheureusement. C'est l'hydrocortensile. Pardon? C'est l'hydrocortensile qui pose problème. Bah, bien sûr, c'est ça. Donc, non seulement c'était l'injection, je ne sais pas si on vous l'avait mis, mais on aurait peut-être dû vous le mettre. Il l'a fait en foraminal. Il a utilisé, il a choisi l'hydrocortensile qui est quand même un corticostéroïde qui est à risque de population intravasculaire beaucoup plus important et dont le risque d'accident ischémique médulaire est beaucoup plus important que la dexaméthasone. Voilà, donc le dossier est quand même, vous voyez, pour juste pas juste, mais une infiltration cervicale qui est pour vous un geste banal de tous les jours, le patient, il est paraplégique, c'est un dossier qui est estimé à près de 10 millions. Parce qu'il y a la tierce personne, il y a la préjudice professionnel, et tout ça, c'est très lourd au niveau enjeu financier. Avec la particularité de ce dossier, c'était que le premier expert désigné, c'était déjà c'était un neurochirurgien. Donc, effectivement, il a fallu qui, lui, était contre le principe qu'un radiologue ait pu le prendre en charge. Pour lui, la seule solution, c'était chirurgicale. Donc, on a réussi à faire désigner ensuite un sapiteur radiologue interventionnel. Donc, il nous a quand même, c'est lui qui a fini à valider déjà l'indication. Après, dans ce dossier, on a aussi un problème, on n'est pas rentré dans le détail, mais on a un problème d'information, puisqu'on avait une information généraliste, qui n'était pas du tout adaptée au geste. Et après, effectivement, l'hydrocortensile, qui est quand même un produit interdit pour ce type de geste depuis 2017, avec des papiers de la HAS qui sont établis et pas contredits aujourd'hui. Donc, effectivement, ce dossier est fautif. Ça a été assez compliqué. On a essayé de sauver chaque étape, c'est-à-dire l'indication, l'information. Le dossier est toujours en cours, mais effectivement, il est avec un enjeu particulièrement important. Mais sur la question du produit, on a assez peu d'éléments pour sortir votre collègue de cette situation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dessus. Peut-être pas.
Je pense que c'est la grande angoisse de tout le monde, ça, hein, ce genre de choses. Après, il y a quand même, encore une fois, sur le choix du produit, je pense que la majorité des radiologues qui font des infiltrations cervicales n'auraient pas utilisé l'hydrocortensile. Ce que vous disiez sur l'expert, c'est assez important parce qu'il y a encore 10-15 ans, on Mm. avait très très souvent des experts qui étaient des chirurgiens et qui ne connaissent pas grand-chose à la radiologie interventionnelle, qui connaissent leurs indications opératoires et qui ont une idée assez précise des indications chirurgicales ou de ce qu'il aurait fallu faire. Aujourd'hui, on a quand même plus souvent affaire potentiellement à des radiologues interventionnels et donc, je trouve que c'est quelque chose d'un peu plus positif que d'avoir quelqu'un qui partage au moins nos contraintes ou notre métier et qui comprend comment on a pu poser une indication. Parce que ça m'est arrivé une fois il y a 15 ans, on a l'impression vraiment que on parle à l'expert, mais qui ne comprend pas du tout pourquoi on a pu poser une indication et comment on en est arrivé là, comme si on avait été chercher le patient dans la rue et qu'on l'avait contraint à se mettre sous nos aiguilles. Effectivement, alors je commençais à plus être tout jeune, donc effectivement, il y a 15 ans, on va dire qu'on avait un radiologue qui n'était pas forcément de notre spécialité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et dans ce dossier, typiquement, alors il a fallu convaincre l'expert et le contraindre un petit peu de faire désigner le radiologue sapiteur interventionnel. Et c'est vrai que la deuxième réunion en sa présence a été tout autre. Elle nous a à peu près tout validé. Et c'est vrai que sur l'hydrocortensile, on est resté un petit peu. Enfin, elle a d'ailleurs été assez confraternelle, je vais dire, sans favoriser. Enfin, elle est restée dans son rôle avec une totale neutralité, mais c'est vrai elle a plutôt fait état de la bibliographie, mais sans vraiment charger votre collègue. Ce qui s'est passé après, faire le dossier, il n'est pas terminé, hein, je préfère le dire. Il n'est pas terminé, puisqu'après la problématique qu'on a eue, la deuxième, c'est que le chirurgien a contredit pour partie, notamment l'information, où l'expert, le sapiteur avait considéré que l'information était remplie, enfin que son obligation était remplie. Le chirurgien, lui, a une autre version. Donc effectivement, on a ces deux versions qui s'opposent. Alors, on vient d'avoir une décision plutôt favorable en ce sens sur ce dossier, sur cette question-là, mais ce n'est pas encore terminé et on a souvent cette problématique. On a, on a quelque chose à ajouter. Quelqu'un, on est bon? Ouais, je pense qu'on peut passer au quatrième cas si vous voulez. Bon, et bien on va passer au quatrième cas alors. Hop. Alors, on a un cas, c'est Madame R, donc 46 ans, qui présente une varice à droite alimentée par une fuite veineuse d'origine pelvienne. Une IRM va être réalisée par le docteur Rad à la demande du chirurgien vasculaire et va montrer une présence d'une varicose pelvienne bilatérale associée à des varices périnéales alimentées par une dilatation et un reflux de la veine pudentale droite. Le chirurgien vasculaire va préconiser une embolisation veineuse pelvienne avant de procéder à l'ablation des varices. Il y aura une consultation avec le radiologue qui va confirmer ce geste et donner une information orale plus un consentement signé. Alors, je vous ai mis, le consentement, il était généraliste. Le 3 février, il y a une embolisation veineuse précédée d'une phlébographie abdominopelvienne qui est réalisée par le radiologue. Le 1er avril, une IRM montre une diminution de la varicose périnéale. Le 15 mai, le chirurgien vasculaire va réaliser son geste, une phlévectomie droite. Donc là, on était au 15 mai. 6 mois plus tard, le 12 octobre, survenue de malaise à type de dyspnée et douleur thoracique. Le 28 octobre, on a une échographie cardiaque qui va montrer l'existence d'une masse anormale ventriculaire droite. Le 29 novembre, un scanner va montrer un corps étranger qui est retrouvé, qui correspond au coïl posé. Le 1er décembre, ablation du coïl au niveau du pilier de la tripusquide. Voilà le cas clinique qui a été présenté. Je vous laisse la parole sur un certain, ou sinon Dr Pham nous redonnera ses conclusions. Est-ce que vous pensez que vous savez bien que la migration d'un matériel que vous posez est connue, mais pensez-vous que ce dossier a été déclaré fautif ou pas pour le radiologue interventionnel? Est-ce que dans sa consultation, il a précisé le matériel qu'il allait utiliser pour l'embolisation? Voilà, c'est tout le problème. Tu peux revenir en arrière, Christophe? Le problème, il est là. La patiente
expliqué qu'on ne lui a jamais informé qu'on allait lui mettre un coil pour obstruer les afférentes. Donc voilà, l'indication a été validée. On nous avait cherché pour savoir s'il aurait fallu faire le geste en bilatéral. On a réussi à valider le double geste des deux côtés. Et malheureusement, l'information, le fait que la patiente n'a pas été informée en amont du geste, qu'il y avait un matériel de posé, et la migration 5 mois après a été jugée comme fautive par défaut d'information. Vous voyez, ça c'est le cas typique, cette complication qui est un accident médical non fautif, qui est exceptionnel mais possible, qui est devenu fautif puisque l'information n'a pas eu lieu. C'est très compliqué ce dossier parce que, par exemple, dans mon service, on prend en charge chaque année à peu près 200 patientes pour des varices pelviennes. Ça fait 5 ans qu'on est à ce niveau-là. Il y a peut-être 800, 900 patientes qui ont été traitées. On n'a jamais eu un accident de coil et je touche du bois tout ce que je peux. Est-ce qu'on doit dire à chaque patiente qu'elle risque d'avoir une Non, embolie pulmonaire ou une non, migration c'est pas ça. intra-auriculaire? Au moins, elle n'était pas informée jusqu'à la complication qui avait mise en place. On lui a juste dit, je vais vous boucher vos veines. Vous voyez, c'est ça En le fait, problème. on On ne lui revient a sur pas dit qu'on a mis un corps étranger. On revient sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, l'importance un petit peu de tracer l'information et notamment de remettre les bons documents, c'est-à-dire une feuille de la société savante qui correspond au geste que vous allez réaliser. Là, on était sur une information assez rapide, une information orale, alors je crois qu'il y avait la consultation n'avait pas duré très longtemps. Il faut faire attention à ça aussi dans certains établissements, vous avez les eurodatages. Donc effectivement, c'est dur d'expliquer qu'en 5 minutes, parce que la clinique est spécifique dans la cause, donc eux, ils produisent leur dossier où dedans, vous avez des horaires de tout. Mais la problématique, c'était que c'était un consentement totalement généraliste et qui ne parlait absolument pas de ces complications-là. Pour nous, ce qui est compliqué aussi, c'est que les techniques, elles évoluent en permanence et le choix du matériel, il évolue aussi. On va emboliser des prostates avec des microparticules et puis à un moment, on va passer avec de la colle, à un moment, on va passer avec autre chose. Et il faut que nos fiches d'information, si je comprends bien, elles doivent évoluer en permanence par rapport à ce qu'on va pratiquer. Oui, parce que vous pouvez, mais même si, on va dire, parfois, la société savante est en retard par rapport à votre pratique ou votre cabinet est avant-gardiste, fait des choses que la SFR n'a pas encore produit la fiche d'information. Mais vous pouvez améliorer la fiche d'information de la SFR, vous voyez, avec votre pratique, adaptée à votre pratique. En fait, les fiches de la SFR doivent vous servir de base, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de groupes, enfin moi j'en ai vu plusieurs quand même, effectivement, qui retravaillent ces formules-là pour essayer de répondre au mieux, entre guillemets, à leur pratique. Mhm. Mais je sais, enfin moi, s'il faut retenir quelque chose, c'est effectivement, c'est quand même très administratif, ce dont je vous parle, mais ce cas-là montre vraiment l'importance de cette information, c'est-à-dire qu'un dossier, un aléa thérapeutique devient un dossier fautif pour le radiologue, ce qui est franchement très désagréable pour lui, alors qu'il a sûrement tout bien fait, que la migration du coïl, les pattes sont faites, entre guillemets, on le sait, mais le dossier devient fautif pour un problème, entre guillemets, administratif. Vous voyez, donc, la traçabilité du dossier et cette information est vraiment une étape très, très importante, quoi. Et sur ce dossier, il y a eu des gros enjeux financiers retenus contre le radiologue? Financier, c'est-à-dire, là, bon, je ne vous l'ai pas mis, mais par la suite, elle a eu 7 péricardites. Bon, elle a quand même eu une sternotomie, une intervention à cœur ouvert, vous voyez, sous CEC, enfin, non, c'est-à-dire le dossier, il n'y a pas trop de séquelles à part on va dire, des préjudices temporaires, c'est-à-dire tout ce qu'elle a subi pour l'ablation du col, qui a migré, qui s'est enfiché dans le tricuspide.
mais elle n'a pas perdu son autonomie, il n'y a pas eu besoin de tierces personnes, elle n'a pas eu d'arrêt de travail, d'invalidité professionnelle. C'est ça, vous voyez, quand vous demandez les enjeux au niveau assurantiel, ce qui coûte le plus cher, c'est quand ils perdent la profession. Bien entendu, ça dépend de chaque profession. Un PDG ou un ouvrier, ce n'est pas c'est pas de la ségrégation ce que je dis, mais on paye le manque à gagner de leur salaire. Et des fois, s'ils sont en arrêt pour la vie, eh ben, on doit calculer jusqu'à la fin de la retraite. Donc, toutes les années perdues. Si on reprend l'exemple du radiologue qui avait utilisé l'hydrocortensil, vous voyez, ça, c'est un dossier. Le patient, il a 35 ans, 2 enfants, donc il pourra plus jamais travailler. Effectivement, l'indemnisation va couvrir jusqu'à quasiment son décès, c'est-à-dire son espérance de vie, on va l'estimer. Et après, on va le remettre comme si sa vie avait été normale, c'est-à-dire qu'on va payer un véhicule adapté, on va faire des aménagements dans sa maison. Donc, l'aide, la tierce personne, c'est-à-dire qu'il aura besoin de toute sa vie d'une aide pour s'habiller, pour faire ses gestes quotidiens. Donc tout ça, en fait, on va le chiffrer avec des tarifs horaires hein, et vous mettez ça jusqu'au bout. Donc, et après, il y a l'incidence professionnelle, évidemment, qui va rentrer en jeu. Donc, on n'est pas rentré dans le détail des calculs, parce que je ne pense pas que ce soit ça qui vous intéresse. C'est vraiment un problème assurantiel. Mais les enjeux peuvent vite monter derrière. En fait, on va payer jusqu'à la consolidation. Et pour le dossier d'avant, je comprends, parce qu'il est paraplégique, il ne peut plus travailler, mais pour cette patiente, en fait, il y avait juste ce qu'on reproche au radiologue, c'est juste un défaut d'information, et c'est pour ça que je me demandais quelles conséquences financières ça représentait, quoi. Ce dossier, si dans le dossier du radiologue, si on avait eu ne serait-ce qu'une annotation mise en place d'un COIL, le patient informé de la mise en place d'un COIL. Vous voyez, là, l'accident, la migration serait passé en un aléa thérapeutique, un accident médical non fautif. C'est tout. Tandis que là, le fait que la patiente n'a pas pu, n'était pas au courant qu'il y avait un corps étranger implanté, bien entendu, ce qui s'est passé, et soufflé par son conseil avocat, elle a dit, moi, si on m'avait dit ça, et le risque, je n'aurais jamais accepté ce geste avec la mise en place d'un corps étranger. Vous voyez, donc elle explique qu'elle se serait soustrait au geste, elle n'aurait jamais accepté ce geste. Donc toutes les complications d'un geste pour lequel on l'a obligé à faire, c'est ça, l'absence d'information, c'est ça. On a obligé ou le patient n'a pas pu refuser le geste. Et donc la complication qui est quand même connue, même si c'est exceptionnel, connue, qui aurait pu passer en aléa, devient une complication fautive. Donc l'information, c'est la clé de voûte de votre prise en charge. Et c'est vrai qu'on voit l'information, même ne serait-ce que l'information. Alors, au-delà des problèmes assurantiels, vous voyez, un patient qui a une complication, il vient se plaindre. Et là, vous lui dites, mais si, regardez, madame, je vous l'ai expliqué, c'est dans mon compte-rendu, vous l'avez eu, le compte-rendu en main. Vous voyez, des fois, vous marquez explication, c'est ce que le maître Miranda vous a dit, explication, complication, lésion du nerf adjacent, risque hémorragique. Vous voyez, vous faites une biopsie et vous dites risque hémorragique, d'hématome de biopsie mammaire, expliqué, informé. Quand ça arrive, le patient, bien entendu, il ne se rappelle plus de tout ça, il vient se plaindre et vous lui montrez le compte-rendu, là, ça désamorce la procédure. Vous vous rendez pas compte, des fois, ne serait-ce que ça vous évite une procédure, un sinistre, une déclaration, d'aller devant, d'aller en expertise, d'être interrogé par un expert, et toute cette procédure peut durer des mois. Et c'est vrai qu'on voit des questions ces dernières années qu'on ne voyait pas il y a 10 ans ou 15 ans, par exemple sur le même
type de pathologie, sur les coils, avec quoi sont fabriqués les coils, est-ce que les coils se résorbent, sur la phlébographie, l'embolisation, quel est le degré d'irradiation que les patients vont recevoir, est-ce qu'on peut le quantifier? On voit beaucoup, beaucoup de questions. Et j'ai même une patiente la semaine dernière qui m'a demandé aussi si les coils, ils pouvaient partir, ils pouvaient migrer. Alors peut-être qu'elle a entendu parler de votre cas clinique déjà, mais voilà, c'est des choses qu'on voyait pas il y a 8 ans ou il y a 10 Oui, ans. Ou après, on était peut-être sur un peu plus d'autres pathologies, peut-être un peu plus graves, un peu plus malignes, où on n'avait pas la même patientèle. Aujourd'hui, les indications d'interventionnel se sont élargies sur beaucoup de pathologies bénignes. Et tant mieux pour les patients, hein, mais avec des patients qui vont vivre très très longtemps avec ce qu'on leur a fait. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, comme cette dame-là, 5-6 mois après, elle fait une migration de coil assez inattendue, quoi. Donc je pense que c'est bien pour nous d'avoir en tête que un peu plus d'informations au moment de la consultation et qu'elles soient tracées, bah, encore une fois, ça nous protège pour une bonne partie de notre exercice à venir. Et puis il y a l'effet aussi aujourd'hui, l'incidence d'Internet, où effectivement les patients se renseignent quand même pas mal dessus, voient toutes les complications. Enfin, vous tapez sur Internet, je vais avoir ça, et on vous explique tous les risques. Et puis l'étape d'après, c'est qu'ils vous expliquent aussi comment faire la procédure. Donc on a un petit peu cette dérive-là qui peut expliquer un petit peu vos consultations qui deviennent un peu plus compliquées euh, et les explications à donner. Et je reviens sur la partie diagnostic. Je trouve que c'est toujours très difficile de changer les prescriptions des collègues. Je ne sais pas ce que les autres radiologues en pensent dans la salle, mais il y a encore pas très longtemps, j'ai eu une demande d'entéroscanner pour une jeune patiente dans le cadre d'une suivi d'une maladie de Crohn. Il aurait fallu lui faire une entéro-IRM. Elle n'avait pas particulièrement de claustrophobie et de contre-indication à l'IRM, mais elle arrive au moment de son entéroscanner, elle a fait une préparation. Alors, elle est jeune, on lui a pas fait l'examen, mais c'est beaucoup de discussions parce on n'a pas vérifié l'indication au départ, que la patiente a été programmée. On passe aussi pour des gens qui veulent pas faire les examens. Bon, il faut expliquer hein, que c'est dans son intérêt, mais je serais curieux de savoir si tout le monde arrive à vérifier la pertinence des plannings de scanner ou d'IRM avant de commencer la vacation. Je pense pas, et je ne suis pas sûr, mais ça reste compliqué de modifier une prescription quand le patient il a pris rendez-vous, qu'il arrive et qu'il est devant la porte. oui, mais d'un autre côté, vous êtes le dernier, on va dire le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire c'est à vous de stopper ou de faire un autre examen qui, pour lequel le bien fondé, la pertinence est meilleur que votre prescripteur. Vous voyez, le meilleur des neurochirurgiens, même si il n'est pas infaillible, même si c'est votre meilleur prescripteur, votre meilleur correspondant, le jour où il s'est planté et que c'est pas, il n'aurait pas fallu faire comme cela, vous devez récuser. Parce que le jour où il y aura un problème, s'il y a une complication, ce n'est pas celui qui vous adresse, bien entendu, il sera entendu parce que tout le monde va être dans la boucle, mais la responsabilité, on va dire peut-être pas entière si on arrive à se battre, mais la prépondérante, ce sera le radiologue, celui qui fait le geste. Sébastien, Ouais. dans le cas que tu décris, en fait, moi, je suis assez sensible à la radioprotection, donc je suis un peu comme toi. J'ai tendance de temps en temps à surseoir un examen, à transformer un examen de scanner que je juge pas très utile en IRM ou en autre chose. Mais il y a une problématique qui, moi, me paraît beaucoup plus angoissante. C'est quand on nous demande de faire des examens, parfois avec injection, et qu'on se dit, mais attends, mais est-ce que je prends le risque de tuer ce malade pour ce truc-là? Et moi, ça m'arrive souvent de faire des examens sans injection, parce qu'effectivement, l'indication est pas très bien posée, elle n'est pas extraordinaire. Alors, avec aussi le risque que je cours à ce moment-là, c'est de passer à côté du diagnostic parce que j'ai pas injecté. Donc c'est tout, on est toujours un peu sur les deux crans, quoi. Bah, c'est Bah, vrai, je rejoins ce que tu dis. Nous, il n'y a pas longtemps, il y a des pneumologues qui ont eu une malformation artério-veineuse pulmonaire qui n'avait pas été diagnostiquée. Alors maintenant, ils nous prescrivent que des scanners thoraciques injectés pour la moindre dyspnée. Donc on s'est retrouvé avec des avalanches de scanners injectés, avec en plus les contraintes que vous connaissez sur l'IOD actuellement. Donc c'est compliqué.
Moi, je fais le choix quand même d'essayer de revenir à la prescription avec le prescripteur et des fois de casser la prescription d'iode en particulier, en prenant le risque peut-être de sous-diagnostiquer, mais après, on est toujours à temps de proposer de revoir le patient si la symptomatologie persiste ou de compléter par un scanner injecté s'il y a d'autres arguments cliniques. Mais moi, ça ne me choque pas de ne pas injecter de manière systématique des examens, parce que à un moment, on se retrouve quand même avec un pourcentage d'effets secondaires potentiels, que ce soit sur le plan rénal ou allergique, qui est peut-être pas justifié pour la majorité des indications qu'on va nous proposer. Ouais. Je crois qu'il y avait une question sur l'iode. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de lire. Alors, en cas de réaction allergique aux produits de contraste iodé ou au gadolinium, est-ce qu'un défaut d'information peut être reproché? Non, au contraire, en fait, comme on a fait le workshop hier et l'UPR là. On n'entend pas bien. C'est- Donc la question, c'était si, s'il y a une réaction allergique à l'iode, est-ce qu'on peut reprocher au radiologue de ne pas avoir précisé que le produit était potentiellement allergisant, sachant que, en général, le patient, il arrive le jour de l'examen et son médecin lui a peut-être dit qu'il allait être injecté, mais il n'a pas eu plus d'informations que ça. Mais non, parce que vous avez fait normalement, vous avez tous un questionnaire. J'ai pas vu d'injection, du moins, j'ai pas eu de dossier d'injection de produits iodés sans avoir eu un questionnaire, même si c'est pas quelques jours avant, mais au moins le jour même. C'est-à-dire, avez-vous de l'asthme? Êtes-vous allergique? Avez-vous déjà eu des examens avec injection à l'iode? Êtes-vous allergique à l'iode? Vous voyez, ça c'est le b.a.-ba et tout radiologue fait ça. Donc une fois s'il a coché et qu'il n'y a rien et que vous avez donné le feu vert, même si survient la réaction, le choc anaphylactique, on ne pourra pas vous le reprocher puisque vous avez éliminé une contre-indication. Et vous ne pouvez pas informer, oui, tout médicament, tout produit injecté peut donner une réaction allergique. Mais ça va de soi. Je pense qu'il faut qu'on en profite pour bien tous revoir nos questionnaires dans les contacts des scanners, des IRM, vérifier que ce soit à peu près à jour et que l'information soit la plus exhaustive pour tracer des éventuelles réactions allergiques potentielles. Et au-delà puisque vous êtes dans le choc anaphylactique, vous savez qu'il y a aussi une obligation, mais ça, je pense que tout cabinet de radiologie, on va dire normaux, vous devez avoir le chariot d'urgence, le numéro d'appel et le protocole, le process pour la prise en charge. Et ça, quand arrive la complication, on regardera le timing et la prise en charge pour savoir si elle a été adéquate, s'il n'y a pas eu de perte de temps. Parce qu'au-delà de la survenue de la complication, il y a aussi, vous êtes en première ligne pour la prise en charge de cette complication, qui est mortelle souvent. Ou, du moins, ça peut être pire parce que s'il y a un arrêt respiratoire, cardio-respiratoire, il peut y avoir des troubles, des séquelles neurologiques encore plus gravissimes que le décès. C'est vrai qu'on assiste encore de temps en temps à des comportements un peu inappropriés. Je me souviens sur un appel rouge dans ma clinique ou sur une allergie à l'iode. Moi, j'étais à l'IRM. Je monte, il y avait déjà un réanimateur qui était en train de travailler sur le patient. Moi, je ne suis pas réanimateur, mais je suis présent. Et le radiologue qui était côté scanner, bah, lui, continuait d'interpréter ses scanners. Donc, en fait, il faut, et ça a été compliqué de lui expliquer que même s'il n'est pas réanimateur, même si bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas géré un choc ou il en a peut-être jamais géré, bah, il doit être à disposition pour son collègue réanimateur ou pour le patient et qu'il ne peut pas se désintéresser aussi clairement de ce qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, notre spécialité,
ne nous protège pas de pouvoir participer à la prise en charge active d'une réaction allergique, même si on n'en a pas toutes les compétences aussi claires que celles d'un réanimateur. D'accord. Et la question que moi j'envisage dans les années qui viennent, parce que nous on est sur un site où on va faire appel à beaucoup de téléradiologues, on n'est pas suffisamment nombreux en fait pour assurer le développement de l'imagerie en coupe. Et clairement, le jour où il va y avoir un scanner qui va être fait par les manipulateurs mais interprété par un téléradiologue, c'est un des radiologues qui va être sur site, qui va devoir évidemment gérer ça avec les urgentistes, etc., quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, à mon avis, auxquelles on risque d'être confronté dans les années qui viennent. Là, C'est déjà fait. ce qu'on peut recommander, c'est de mettre en place une convention Oui. tripartite avec les urgentistes, les médecins radiologues, et qui soit validée par la direction de la clinique et même le bureau de la CME pour qu'il y ait une traçabilité des accords et qu'il y ait un protocole qui soit suivi en cas d'allergie. Ça peut être avec les anesthésies, ça peut être avec les urgentistes, ça dépend de ce qu'on a comme service à l'intérieur de la clinique. Mais ce problème-là se posera dans beaucoup d'endroits, mais il vaut mieux le traiter dès le départ et mettre en place ces accords-là qui sécurisent au maximum la gestion des effets secondaires et qui sécurisent aussi la partie diagnostique pour nous. On va vous laisser conclure, Dr Pham et Maître Miranda. Christophe? Non, mais voilà, écoutez, bon, moi j'espère que vous allez garder quelque chose de ce qu'on vous a raconté. L'idée, c'était pas du tout de vous effrayer, mais malheureusement, c'est la vraie vie. On ne peut pas régler tous les problèmes au fur et à mesure dans un dossier ni en 1 heure. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de tracer vraiment tout ce que vous faites. Je suis persuadé que vous faites tous bien votre travail, ou en tout cas, vous essayez de le faire du mieux possible. Garder un dossier assez clair, intelligible pour tout le monde et tracer votre information. Si je ne l'ai pas dit, c'est que je n'aurais pas été redondant, mais voilà, je m'en excuse, mais voilà. Et dans votre pratique, vous êtes médecin, ça veut dire des procédures, vous allez en avoir malheureusement, mais si vous avez un bon dossier, vous irez à la procédure d'une manière plus sereine parce que vous savez que tout a été bien fait et qu'on ne pourra rien vous reprocher. Alors que si le dossier est vierge, squelettique, il n'y a pas de consentement et que vous ne l'avez pas vu et que vous avez juste fait le geste et survient la complication, là, ça va être beaucoup plus dur à défendre, vous voyez. Donc, on vous donne, on ne pourra pas, vous êtes médecin, on ne pourra pas vous éviter on va dire, des sinistres ou des procédures, mais on vous donne juste des billes pour que ça sera moins douloureux. Moi, je peux que appuyer ce que vous venez de dire. Et bon, à titre personnel, en 15 ans d'exercice libéral, j'ai eu 3 procédures. Et les 2 premières questions qu'on m'a posées à chaque fois, c'est est-ce que vous avez vu le patient en consultation? Est-ce que vous avez tracé son consentement? Et déjà, si on répond oui à ces 2 questions, tout le monde est beaucoup plus détendu autour de la table, l'avocat, l'expert. On va discuter, on va trouver des arrangements. Mais si vous n'avez pas répondu oui aux 2 premières questions, déjà, les choses vont se compliquer. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette information. Je pense que tout le monde va repartir avec quelques idées en se demandant s'il ne peut pas améliorer ses process. Peut-être aussi, c'est l'occasion pour ceux d'entre vous qui veulent en discuter avec l'ensemble de vos associés dans les groupes, peut-être de revoir certains circuits patients. On a parlé notamment du cas des infiltrations. Je pense que je ne suis pas sûr que dans tous les groupes, et par exemple dans le mien, les consultations ne sont pas systématiques. Donc, bon, c'est une question qu'on est en train de se poser avec tous nos associés. Donc, je pense que chacun va repartir avec quelques sujets sous le bras et je pense que ça va continuer de vivre à l'intérieur des groupes Vidi ce soir. Et peut-être qu'on pourra faire un deuxième round un peu plus tard en espérant qu'on ait mis en place des choses positives et qu'on arrive un peu mieux à encadrer notre sinistralité. Voilà, en tout cas, merci à Dr Pham, merci Maître Miranda pour ce beau récapitulatif de tout ce qui peut nous arriver et surtout de comment éviter que ça nous arrive. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Y a-t-il un replay? La réponse est
il y aura un replay qui sera disponible. Claire Marandon vous fera parvenir le replay, ou Eugénie qui était là